Morning Business, le débat. 10 milliards d'économies cette année et au moins 12 milliards l'année prochaine. On connaît désormais les détails. Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, il y a le CPF qui va avoir un reste à charge, il y a la suppression du dispositif de l'indemnité carburant. Il y a d'autres choses que vous allez nous détailler, Nicolas. Rigueur ou pas rigueur? Non, c'est pas de la rigueur. Objectivement, quand vous décidez que vous économisez 10 milliards sur 1300 milliards d'euros de dépenses publiques, appelez ça de la rigueur, je pense que c'est aller vite en besogne. Je l'ai lu, il y a effectivement des réactions, le tournant de la rigueur, c'est les 83 comeback. En plus, il s'agit essentiellement pour l'instant d'économiser des dépenses de fonctionnement, que ce soit sur les ministères et les opérateurs publics. Il va y avoir moins d'achats, peut-être un gel des recrutements, des ventes de bâtiments publics. On n'est pas sur quelque chose qui matraque tout le monde. Le retraité est épargné, le bénéficiaire de minima sociaux pour l'instant est complètement... La dépense sociale est épargnée quand même. Alors c'est vrai, le salarié, là on apprend que sur son compte personnel de formation, il pourra peut-être avoir un reste à charge de 10%, qui a d'ailleurs été voté en 2023, qui n'est jamais entré en vigueur. Les décrets n'ont pas été publiés. Puis les Échos nous disent que même si le litre de carburant touche les 2 euros, il n'y aura pas le fameux chèque carburant qui avait été annoncé. Et ce sont d'emblée 600 millions d'euros qui passent de la case dépenses budgétées à la case économie. Pour l'instant, objectivement, il n'y a pas de hausse d'impôts prévue et il n'y a pas de réforme structurelle. Enfin, souvenez-vous, on a fait la potion grecque pour sortir du gouffre récemment. Ça s'appelle, c'est de la rigueur puissance 10. Et j'ai repris le tournant de la rigueur de mars 83. On y trouvait quoi? 15 milliards de réduction de dépenses publiques, 4 milliards d'économies pour le régime de sécu, 7 milliards de réduction des déficits des entreprises publiques, 2 milliards pour la réduction du financement des collectivités locales. On relevait plein de tarifs publics, on mettait une taxe sur l'essence, on augmentait de 1% l'impôt sur le revenu. Il y avait une vignette sur les alcools et sur les tabacs. Ça, c'est de la rigueur. Et il y avait une entrée en vigueur d'un forfait hospitalier de 20 francs par jour. Là, quand on annonce ça au mois de mars, le 21... oui, là, il y a quelque chose. Non, objectivement, ce qui nous a été annoncé hier, j'appelle pas ça de la rigueur. Alors après, il y a une critique qui peut être recevable. C'est de se dire, est-ce que c'est le moment d'appuyer sur le frein alors que la croissance ralentit? Est-ce qu'il ne faut pas mener une politique contracyclique? Quand vous prenez les nouvelles règles budgétaires en Europe, elles sont très strictes sur l'évolution des dépenses, sont beaucoup moins strictes sur l'évolution du déficit. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? La trajectoire prévue de dépenses ou le déficit? Et d'ailleurs, France Stratégie, en 2016, avait sorti une note en dénonçant justement ce tournant de la rigueur et considérant que ça avait été une politique complètement procyclique. Voilà. Bon, après, j'attends aussi un autre chiffre qu'il faudra éclairer. Est-ce qu'on est sur 10 milliards bruts ou 10 milliards nets? Parce que est-ce qu'on est sur 10 milliards nets qui prennent en compte les 400 millions d'agriculteurs, les 500 millions pour l'hôpital public, les crédits qu'on vient d'annoncer concernant l'Ukraine, ou encore ce qu'on a débloqué pour l'hébergement d'urgence? Si c'est du brut ou du net, c'est pas non plus la même donne à l'arrivée. Alors Jean-Marc, qui aime les cycles, va peut-être nous surprendre en disant que oui, c'est de la rigueur, il faut pas en période effectivement où l'économie se retourne, il faut pas justement serrer le frein. Oui, je pense que c'est inopportun en termes de déficit par rapport au déficit conjoncturel. Effectivement, on est dans une situation où le cycle réclame un déficit conjoncturel. Néanmoins, il faudrait prendre des mesures qui soient des mesures... Il veut du Macron, il veut des Macron supplémentaires. Mais ce que je veux, c'est qu'on fasse, en revanche, des réformes structurelles. Dans la rigueur telle qu'elle a été décrite, les sommes en question qu'a annoncé Nicolas, c'est des francs. Et donc, si on les convertit en euros, des francs, c'est beaucoup moins. Non, les 15 milliards convertis en euros en pouvoir d'achat d'aujourd'hui, c'est 5 milliards. Ah oui. Donc, c'est la moitié de l'effort qui est demandé aujourd'hui à l'État. Mais quand même, c'est pas la même vision, parce que là, il y en a partout, sur l'alcool. Oui, absolument. Il faut bien voir qu'effectivement, à l'époque, on est dans une situation qui est une situation d'urgence, parce qu'objectivement, on a le choix entre ça ou tirer sur nos tranches au FMI. C'est-à-dire que le véritable problème, c'est pas tellement un problème de déficit budgétaire en tant que tel, c'est un problème de déficit extérieur. Et on est dans la même situation aujourd'hui. La différence par rapport à l'époque, c'est que il y avait le SME et le franc, donc on n'était pas protégé par l'euro. Et là, on est protégé par l'euro. Grosso modo, on vit au crochet de la génération future avec la bienveillance des Allemands. Donc il va falloir réagir. Il y a un moment où ça devient insupportable. Maintenant, est-ce que ce soit les mesures qui sont actuelles sont de la même nature que celles qui ont été prises à l'époque? Elles sont effectivement de la même nature parce qu'elles sont brutales dans l'urgence et elles ne remettent pas en cause le fonctionnement même de l'État. Mais elles ne sont pas structurelles. Et donc elles ne sont pas structurelles. Et surtout, il n'y a pas le discours de l'époque. Je rappelle que Pierre Mauroy, qui était le Premier ministre de l'époque, interrogé sur la différence qu'il y avait entre sa politique et celle que menait Raymond Barre face au déficit extérieur de la fin des années 70. Pierre Mauroy avait dit, non, la grande différence, c'est que M. Barre faisait de l'austérité et moi, je fais de la rigueur. Alors lui
dis quelle est la différence entre les deux, et il répond entre les deux, il y a l'espoir. La rigueur, c'est l'austérité plus l'espoir. C'est génial. Bon, et donc, il n'y a pas ce discours, on a perdu ce lyrisme, on a perdu cette capacité, effectivement, à essayer à faire comprendre. À faire comprendre aux gens. Donc, il y a une espèce de vision totalement technocratique où on tombe là-dessus. Et la dernière remarque que je ferai, on est dans la zone euro, et donc il y a aussi parmi les éléments qui jouent par rapport à l'époque, le fait que nos partenaires sont plus exigeants. Je rappelle qu'il y a quand même 6 pays l'année dernière. Nous sommes encore l'année dernière dans la version des traités européens, qui est la version Covid. On a arrêté la version Covid, quoi qu'il en coûte, officiellement au 1er janvier de cette année. Il y a 6 pays qui dégagent des excédents budgétaires. Sur les 20 pays de la zone euro. Les 6 pays, c'est les Pays-Bas, le Portugal, la Lituanie, la Croatie, l'Irlande et le Luxembourg. Le Luxembourg, on a l'habitude, l'Irlande, on a plus ou moins l'habitude, mais il y a des pays comme la Croatie ou la Lituanie qui sont des pays qui font des efforts pour maintenir leur situation de leurs finances publiques, et ces pays-là deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis de nous. Donc je crois on a perdu le lyrisme vis-à-vis de notre population, et on est en train de prendre une forme de technocratisme vis-à-vis de nos partenaires. Merci beaucoup. C'est vrai que le juge de paix, c'est la patience de ceux qui nous permettent d'avoir l'euro. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Eh oui. Peut-être beaucoup plus important que les caprices des agences de notation.